Très chers internautes, c'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons tous les jeudis soirs dans le cadre de notre émission Face aux internautes. Eh bien, nous sommes sur les plateformes NMP officielles. Merci de liker, de partager, mais surtout, restez scotchés. Nous sommes en face d'un invité qu'on ne présente plus, homme politique, pionnier du renouveau panafricaniste, président du nouveau mouvement populaire. Il s'agit bien du président Banakani. Monsieur le Président, merci encore d'honorer une fois de plus à ce rendez-vous. C'est mon rendez-vous, c'est celui des internautes. C'est plus qu'un devoir. Donc, je suis très à l'aise d'être en face des internautes dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, permettez-moi de saluer comme d'habitude. C'est un rituel, mais c'est nécessaire. C'est inévitable. C'est juste de faire ça. Remercier tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, soutiennent nos plateformes, que ce soit moralement, financièrement, matériellement, intellectuellement. Je voudrais leur dire merci. Dire merci vraiment. Faute de pouvoir les remercier à titre individuel, à chaque fois que j'ai l'occasion, je leur témoigne ma reconnaissance pour leur signifier que nous suivons de très près ce qu'ils font. Et ça nous encourage beaucoup. Je leur dis merci. Je leur dis merci à toute l'équipe technique qui ne ménage pas ses efforts pour que nos émissions tiennent la route, malgré tous les obstacles qui sont dressés sur notre chemin par les maîtres des réseaux et qui se sentent menacés par notre démarche. Voilà. Je suis désolé pour eux. Ça ne nous empêchera pas de continuer, d'être encore plus déterminés dans le cadre de notre combat numérique. Voilà. Je salue nos abonnés aussi. Je suis ravi d'être en face de nos internautes. Voilà. Merci, Président. Vous l'avez certainement remarqué, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de Monsieur Boc de Filemon, à qui j'adresse un bonsoir. Bonsoir, Madame Bénédicte. C'est aussi un plaisir pour moi de vous avoir dans le cadre de cette émission Face aux internautes. Une émission qu'on ne présente plus, une émission auquel les abonnés sont attachés. Et c'est aussi un réel plaisir pour eux d'avoir le président Bandakani qui prend toujours soin de répondre à leurs préoccupations et apporter des éclaircies dans la marche géopolitique. Une fois de plus, bonsoir à nos internautes, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs et bonsoir au président Bandakani qui est en face de moi. Président Bandakani, bon après-midi. Bonsoir, bonsoir, bon le monde 2. C'est toujours un plaisir de me retrouver en face de vous. Voilà. Merci, Président. Vous savez, je vous en prie. C'est déjà une coutume, presque quotidienne, quasi quotidienne, de nous retrouver ici chaque jeudi, partager ces différentes préoccupations que les différentes, les différents internautes, je ne veux pas dire les Africains qui nous suivent partout dans le monde, se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Et pour ça, Président Malakani, nous avons ressorti plusieurs préoccupations concernant cette monnaie qu'on qualifie du franc CFA, une monnaie qui bloque les pays africains, une monnaie qui bloque les économies africaines. Et pour embrayer directement sur la préoccupation de notre frère, M. Marc, président à Yaoundé, au Cameroun, il dit: bonjour président, bonjour NMP, j'espère que vous allez bien. Voici les questions auxquelles j'aimerais que vous apportez votre point de vue. Est-ce que la sortie du franc CFA, je précise qu'il a deux préoccupations. La première est celle de savoir, est-ce que la sortie du CFA aura une conséquence sur l'économie française? Oui, bon, d'abord, je voudrais remercier M. Marc, qui à travers sa question nous permet de revenir sur cette question. Vous savez, il y a longtemps, j'avais dit que pour nous, le NMP, ça vaut un peu la peine d'en parler. Très longtemps. Dès le premier congrès du NMP, j'ai dit ça. Pour nous, bon, c'est un combat d'arrière-garde. C'était réglé. Bon, beaucoup doit couler sous le pont, le temps est passé et je crois que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que, même le plus dernier des Africains prenne acte du fait que
le franc CFA, c'est un crime contre l'humanité, comme je l'ai toujours dit. Ça dépasse le cadre purement monétaire. C'est un crime contre l'humanité. C'est le nazisme au XXIe siècle. C'est la continuité nazie, puisqu'il est démontré aujourd'hui, c'est un concept incontestable désormais, que la France a simplement repris en son compte le système monétaire nazi qui lui avait été imposé à la faveur de l'occupation de la France par l'Allemagne. Bon, on ne comprend pas que le nazisme soit qualifié comme du plus grand péché, du plus grand crime de l'histoire de l'humanité, et que le système monétaire nazi soit une bonne chose quand c'est l'Afrique. Il y a quand même là quelque chose d'extraordinaire que les zélateurs du franc CFA doivent assumer. Ils doivent non seulement assumer, pouvoir expliquer aux Africains. Donc, le débat, il est clos à ce niveau. Nous perdons un peu le temps dessus. Voilà pourquoi j'en parle très peu désormais dans nos émissions. Pour moi, tout ce qui se fait, tous ceux qui veulent défendre le franc CFA, ils me font pitié. Moi, ils me font vraiment pitié. C'est-à-dire que ça fait rire, quoi. Donc, bon, comme Marc nous permet de parler de franc CFA, donc je vais donc jouer le jeu. Allez-y. D'abord, est-ce que la sortie du franc CFA aura une conséquence sur l'économie française? D'abord, pour savoir si il y a des conséquences sur l'économie française, au cas où le franc CFA disparaît, et il va disparaître, ces jours sont comptés, il faut déjà voir comment la France justifie le franc CFA 1. Comment la France justifie le franc CFA. À partir de la justification officielle que la France met en avant pour vanter le franc CFA, on peut dégager, n'est-ce pas, des pistes pour voir ce que la France va perdre au cas où le franc CFA n'existerait plus. Deuxièmement, il faut considérer le franc, quand on dit franc CFA, zone monétaire, il faut sortir du caractère un peu abstrait pour regarder concrètement ce que ça signifie. On peut dire que c'est une espèce, ça fonctionne comme la banque. Hein. C'est-à-dire c'est un endroit où la France nous vend des prestations monétaires. La France, en lieu et place de nos États, produit de la monnaie pour notre compte, fabrique de la monnaie, nous vend ces prestations monétaires. Donc, si vous voyez si vous pouvez voir ce qu'une banque peut gagner dans le fait d'offrir ses prestations à des clients qui viennent sécuriser leur argent, ça devient très concret. Le coût de fabrication, le coût transactionnel, etc. C'est que le coût de la garantie, parce que bon, la France dit qu'elle garantit. Elle est la grande garante de la zone franc. La garantie, ça se vend. La garantie a un coût. Personne ne garantit, quoi que ce soit, par philanthropie. Ça n'existe pas. Ce garantie, c'est un risque que vous prenez. Au cas où ce que vous avez garanti entraînerait des risques, c'est vous, le garant, qui devrez assumer. Donc, la garantie française, c'est un coût. Alors, on va expliquer. On va expliquer. Et puis, il y a même l'ensemble du gain général que la France gagne, ramasse, la mise qu'elle ramasse, n'est-ce pas, à partir de la simple existence, n'est-ce pas, de la zone franc. Alors, d'abord, la gestion quotidienne de toutes les transactions qui se rapportent au franc CFA dans les relations France-Afrique se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Ce sont les Allemands qui avaient créé le secret il y a quelques années. Centaines de milliards d'euros. Centaines de milliards d'euros. D'accord. Je ne dis pas des milliers, des milliards d'euros. C'est énorme. Mais quand vous vous rendez compte que je ne parle pas des excédents commerciaux qui sont rendus officiels dans le cadre de l'activité des banques centrales, des différentes régions monétaires, parlons comme ça, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Voilà, je ne parle pas de ça. C'est comme si une entreprise à la fin de l'année vous dit que voici notre bilan annuel, on a fait 1 milliard de bénéfices. Vous dites que, oh, c'est seulement 1 milliard, on n'avait rien compris. Ce qu'on dit là, c'est lorsqu'on a calculé toutes les transactions, tout
les amortissements, le retour sur investissement, euh, la rémunération des actionnaires, etc. C'est après tout ça qu'on vous dit que bon, le bénéfice c'est 1 milliard. Donc, c'est pas 1 milliard. Vous voulez voir tout ce qui a été généré comme gain. Donc, c'est pareil pour la zone franc. Ça, parce qu'on vient vous dire que les chiffres que la France donne purement, ça fait rire. Mais le problème, c'est les services, ce sont des prestations monétaires qu'on nous vend. Cet argent est placé, d'abord. Maintenant, en termes de fabrication, on nous vend ça. On nous vend ça. Donc, les transactions journalières qui se font autour de nos devises qui sont gardées aujourd'hui, c'est dans la Banque européenne, parce qu'elle a réussi à transférer ça là-bas. Ça génère des milliards, des centaines de milliards d'euros par an. C'est cela qu'il s'agit. Combien nous on gagne dedans? C'est ça le vrai débat. Combien nous on gagne dedans? Alors, si vous comparez ce que nous gagnons dedans et ce que la France gagne, vous voyez le vol, vous voyez le pillage. Mais ça, c'est purement ce que j'appelle des gains de gestion quotidienne. Maintenant, le vrai débat, il est celui-ci. Revenons donc sur la méthode que j'emploie. J'ai envie de faire œuvre de pédagogie simplement, pour que tout le monde comprenne. Bon, d'après la France, la coopération monétaire avec l'Afrique offre aux Africains un cadre économique stable, la fameuse stabilité dont on rabâche les oreilles matin, midi, soir, pour la conduite des politiques économiques de 3 zones. Bon, la zone centrale, l'Afrique de l'Ouest, et comment, je crois. Comment. Donc, l'ancrage à l'euro a plusieurs avantages. Meilleure résistance des économies africaines au choc macroéconomique, dit-on, permet de maîtriser l'inflation en assurant la stabilité de la devise, ce qui est favorable aux échanges et aux investisseurs. Ce n'est pas problématique pour les exportations des pays de la zone, en particulier pour les pays qui exportent des matières premières, dont les coûts sont ainsi fixés sur les marchés internationaux. C'est ce qu'on nous dit dans la fameuse stabilité, etc. Donc, alors, le problème est de savoir si la France est convaincue elle-même que non, il n'y a que des avantages. Et si nous ne voulons pas être méchants, on dit que bon, les inconvénients ne valent pas les avantages. Première question fondamentale. Pourquoi le franc CFA n'est pas reconnu en France et en Europe? Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas fatiguer les gens avec les réflexions compliquées. C'est la terre. Une monnaie, très bonne monnaie, avec tellement d'avantages. C'est ce qu'on le dit. Mais pourquoi je ne peux pas changer le franc CFA en France? Pourquoi je ne peux pas changer le franc CFA en Europe? Pourquoi présent? Parce que ce n'est pas une monnaie. Donc c'est le mensonge. La France ment. Elle ment. Elle est là au cœur du nazisme monétaire. Si elle ne mentait pas, elle avait seulement reconduit le système monétaire nazi quand la France a été libérée. Mais première réaction du général de Gaulle, c'était de liquider ça. Mais je reviens là. Comment tu peux garantir une monnaie? En même temps, tu la garantis, mais on ne peut pas changer ça dans ton pays, en France. Ni en Europe, ni en France. Mais tu garantis quoi? On est là devant une gigantesque escroquerie. C'est de la fémania en plein jour. C'est incroyable. On peut garantir une monnaie en même temps dire que en France, là, je ne connais pas ça. Non. Ça veut dire que ce n'est pas une monnaie, ils savent. On est en plein brigandage, en plein vol. Et que cette garantie est fictive. Elle est fictive parce que la France ne garantit rien. Elle s'est démontré à chaque fois qu'il y a eu des chocs, la France a dévalué. Au lieu de faire respecter, je l'ai déjà démontré, c'est connu aujourd'hui, respecter les accords même monétaires, en particulier les articles 7. À savoir que s'il y avait crise, elle fournirait des devises de façon illimitée. Elle n'a jamais respecté ça. Donc en fait, il n'y a pas de garantie. D'autant plus que dès que nous vendons sur le marché international, la France confisquait les devises. Elle est confisquée à 50%. C'est ce qu'elle dit officiellement. Mais en fait, on était à plus de 75% de confiscation. Donc, toutes nos devises étaient confisquées par la France et gérées. Et on ne peut pas garantir ce qu'on a déjà. On peut pas garantir. Je ne peux pas garantir je te dis, bon, ok, je vais te garantir
les prêts que tu vas faire. Mais l'argent que tu as chez moi que tu garantis, tellement tu as de l'argent chez moi que, mais, attendez, souvent même c'est au-dessus des prêts que je te donne. Je garantis quoi? Je garantis tes transactions avec ton argent. C'est un système de fait manière jamais vu. Jamais vu. Mais, le seul moment où il fallait qu'on voit le caractère réel de cette garantie, la France ne s'est jamais exécutée. Elle a préféré dévaluer et nous pousser dans les bras du Fonds monétaire international. Je ne parle pas des différents plans d'investissement structurels. Je ne parle pas des chocs de dévaluation. Non. Quand on vante la stabilité des pays, de l'économie de la zone franc, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, on voit très bien que les avantages que la France met en avant pour vanter la zone franc devaient avoir pour conséquence que la France est la première à avoir confiance en cette monnaie. Donc, elle a accepté les transactions avec le franc CFA sur le territoire français. Ça n'a jamais été le cas. Ça s'appelle banditisme monétaire. Deuxième chose, démonstration. La zone franc donnait, c'est ça beaucoup évolué ces temps-ci, à la France des avantages géopolitiques, stratégiques extraordinaires. Extraordinaires. C'est-à-dire que, à partir du moment où la France a le monopole de la production, de l'émission monétaire, elle a le monopole de la confiscation de nos devises. C'est le beau mot de centralisation. C'est un beau mot. On confisque nos devises. À partir du moment où la France a cet avantage, ça veut dire qu'aucun pays africain n'exerce un des attributs majeurs d'un État, à savoir la production monétaire. Et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Monsieur, il y a beaucoup d'avantages à produire sa monnaie pour un État. Parce que quand vous produisez la monnaie, premièrement, il y a ce qu'on appelle les gains liés à la production monétaire, le monopole de l'émission monétaire dans un pays. Ça rapporte de l'argent, monsieur. Quand vous avez le privilège de battre monnaie dans un territoire et que vous êtes le seul à produire de la monnaie, je vous l'appelle, la monnaie étant une marchandise, ça rapporte de l'argent. Mais ça, nous ne gagnons rien là-dessus, c'est la France qui fait tout ça. Je ne parle pas de privilège liés à l'émission monétaire. Maintenant que la France, donc, est celle qui a ce monopole sur nos États, mais imaginez donc, du coup, ça lui donne un avantage géopolitique, un avantage géoéconomique, stratégique, extraordinaire. Pourquoi? Un chef d'État qui n'a aucune maîtrise de sa monnaie, dans tous les aspects, mais il dépend totalement de celui qui produit sa monnaie. La conséquence était quoi? Ça veut dire que tous les pays africains, les chefs d'État s'assuraient que tout ce qui était bien pour leur pays profite d'abord à la France. Pour la simple raison que si tu ne le faisais pas, tu tombais puisque la France pouvait bloquer l'émission monétaire, bloquer la production monétaire, bloquer même les salaires dans ton pays. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si. Voilà. Donc, c'était une arme puissante qui mettait tous les présidents à genoux, qui mettait tout le peuple à genoux. Parce que à partir du moment où la France est l'intermédiaire entre vous et le reste du monde, ben, qui peut blanchir? Puisque si tu veux commercer avec le reste du monde, si tu veux faire des transactions avec le reste du monde, tu passes par la France. Si elle bloque, tu es mort. Alors, celui qui me demande que, ben, monsieur le président, quand on me dit, monsieur le président, quelle aura la conséquence de l'économie française? Ben, la question ne se pose plus. Si tu m'as suivi, la question ne se pose plus. C'est pas une affaire, c'est pas économique, c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, c'est une affaire géomilitaire, c'est une affaire, mais c'est pas possible, c'est quelque chose de global. Donc, voilà cette affaire. Donc, il y a des gains immédiats en termes de coûts de prestations liés à tout ce qui est production monétaire, tout ce qui est lié à l'émission monétaire, tout ce qui est lié à la détermination même de la valeur de l'argent, du coût de l'argent. Le coût veut dire que quelle est la valeur actualisée d'une monnaie sur le marché, etc. Tout ça. Donc, tous ces avantages-là, comme le banquier qui gère ton argent, la France avait tous ces avantages. Ça se chiffrait en centaines de milliards par an.
Deuxièmement, l'avantage des avantages qu'on vient de le démontrer. Parce qu'à partir du moment où les présidents savent que si la France se fâche, ils sont à terre, les matières premières, on en a à la France cadeau. Les terrains, les bons terrains sur nos territoires, c'est à la France qu'on donnait. Les marchés, c'est à la France qu'on donnait. Vous voyez l'avantage? Donc, ce n'est pas une affaire d'avantage. La France contrôlait simplement notre pays. À partir des accords liés à la zone franc, la France avait le contrôle absolu sur nos pays. C'est pour ça que le concept de néocolonie prend tout son avantage. Alors, si vous voulez savoir, si vous voulez qu'on parle simple, allez demander à un colon en colonie ce qu'il gagne. C'est pour ça que les colons, c'est pour ça que pour que les pays se libèrent de la colonisation, il fallait faire les guerres. Parce que celui qui était là ne voulait pas partir. Il prenait tout pour rien. Pour rien. Les matières premières, la force de travail, les avantages stratégiques, etc. Il les prenait pour rien. Votre sol, vos airs, vos mers, c'est vous qui ne connaissez pas les avantages de l'air, de vos airs, de vos territoires aériens, fluviaux, terrestres, etc. Monsieur, au niveau international, ça a un coût. Et les coûts sont énormes. La France prenait tout ça pour rien. Et allait valoriser tout ça dans le marché international. C'est pour ça que la France peut dire que le président n'est pas d'accord, qu'il sorte. Mais elle reste toujours. Elle reste toujours. C'est le problème. Donc, enfin, alors, pourquoi donc tuer les présidents? Pourquoi renverser les chefs d'État qui ont voulu quitter ce système? Si on nous sommes impurs, on ne pas citer les autres. Pourquoi on faisait les coups d'État à ces présidents quand ils ont voulu remettre en cause cette affaire? Pourquoi? Donc, parce qu'ils allaient mettre le sable dans le tapioca de la France. Donc, c'est tous ces avantages-là que la France refuse de perdre. Voilà. Donc, même bon, maintenant, les choses ont évolué. Le monde a évolué. Le monde aujourd'hui, la France n'est plus on dit ça, n'est plus le seul aéroport où les avions africains pouvaient atterrir. Le monde a évolué. Les partenariats se diversifient. Le monde multipolaire est désormais une réalité. Les pays africains, avec le temps, ont appris à jongler. Même dans le cas du franc CFA, ils ont appris à jongler, etc. Pour contourner les contraintes liées à ça. Et de plus en plus, pas pourquoi les jours du franc CFA sont comptés. Mais de là, il ne faut pas prêter l'oreille à tous les vendus qu'on a payés pour venir tenter de justifier l'injustifiable. Je répète encore, si vous justifiez le franc CFA, vous justifiez le nazisme, vous justifiez Hitler. On ne peut pas dire que Hitler, c'est le plus grand méchant de l'humanité. Je trouve que non. Même comme il était méchant, le système monétaire était bon. Or, il est démontré aujourd'hui que la France n'a fait que transférer en Afrique ce qu'elle a démantelé chez elle une fois qu'elle a été libérée. D'accord. Voilà. Nous allons suivre de près ces évolutions sur le plan monétaire parce que le président patriarche a acté la sortie. Le pays de la CEMAC. Si. Voilà. La sortie évidente du franc CFA, monsieur le président. C'est ça qui explique tous les problèmes que le Cameroun a aujourd'hui depuis la dernière élection présidentielle. Si. Voilà. D'accord. Nous allons rester à l'écoute de cette actualité. Nous allons donc poursuivre avec cette autre déclaration ou alors cette préoccupation de M. Marc qui dit « Nous avons pris note des déclarations du général français qui disait que la France doit accepter de perdre ses enfants pour la guerre contre la Russie. » Pourquoi la France est-elle autant engagée et enragée dans la perspective d'une guerre contre la Russie, président? Parce que la Russie a refusé de s'entendre avec la France pour continuer à piller l'Afrique. Vous dites que la Russie a refusé de s'entendre. Je ne le dis pas, Lavrov l'a dit dans une conférence. C'est les affaires étrangères de la Russie. Même s'il ne le disait pas, on le sait. On le sait. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on ne peut pas insister sur la nature du personnage qui est président en France. C'est un petit garçon, c'est un enfant. J'ai dit que Macron, la propriété privée des Rothschild. Les Rothschild sont des ennemis historiques de la Russie. Ça remonte aussi loin que possible. Voilà. Donc, Macron, en bon mondialiste, ne peut que, c'est-à-dire, s'assurer que la Russie s'écroule. Est-ce qu'il en a tous les moyens? Oh, évidemment, il n'en a pas. Ça ne vaut rien. On reste seulement là dans une diversion politique. Oui, bon, il doit
rendre service à ses patrons jusqu'au bout. On a dit que les Ukrainiens devaient faire la guerre jusqu'au dernier d'entre eux. Donc, que les Ukrainiens meurent, ils peuvent même tous mourir dans la guerre, pourvu que les patrons européens sortent vainqueurs, profitent de la guerre. Macron va suyer jusqu'au bout. Tant que les Roches lui donnent l'ordre de faire la guerre, il fera. Et sont eux qui sont derrière tout ça. Quelques grandes familles financières que Poutine a chassées de la Russie, une fois qu'il a pris le pouvoir. Ce sont ces forces-là qui sont derrière Macron pour continuer à s'agiter en Ukraine. Voilà. Merci, Président, pour ces éclaircies. Nous allons continuer avec toute autre question de M. Temeni Djetik Evry, président à Douala au Cameroun. Il dit bonsoir, Président Banakani, et bonsoir aux camarades de combat qui constituent le staff technique. Premièrement, je voudrais vous adresser avec désolation mes condoléances par rapport au décès du président Anissé Kani, avec qui vous avez mené des combats politiques depuis les années 90 et auprès de qui vous avez fait vos classes politiques. Que son âme repose en paix. Je sais que le NMP a formé et forme plusieurs jeunes dans le parti. Mis à part vous et le grand monsieur Bertrand Tassinda, que je salue en passant, que je vois sur les plateaux télévisés et radios au nom du parti, il n'y a pas d'autres militants qui vous représentent. Je voudrais savoir pourquoi vous n'envoyez pas aux autres jeunes militants pour représenter sur les chaînes. Pourtant, ils sont capables de mener des interviews avec un certain professionnalisme. Ce n'est pas aller exprimer sur les questions de la nation sur d'autres chaînes qui peuvent les dépasser, à mon humble avis. Bon, je réponds d'abord. Bon, merci pour les condoléances. Merci pour les condoléances. Par rapport au décès du président Anissé Kane, nous avons décidé de ne pas crier avec les loups. Bon, la semaine prochaine, le parti et le président du parti que je suis, nous allons nous prononcer sur ce drame qui est arrivé. Donc, je le remercie pour ce qu'il nous a adressé les condoléances. Voilà. Effectivement, nous sommes concernés par le décès du président Anissé parce que le président Banakani que je suis, j'ai vécu 10 ans aux côtés d'Anissé Kane, au jour le jour. Beaucoup de gens braillent là dehors, très peu le connaissent comme moi je le connais. Mais nous avons décidé par hauteur de ne pas crier avec les loups, à faire de bruit. Nous respectons le mort. Nous refusons toute dynamique d'instrumentalisation de sa mort à des fins indignes. Donc, nous laissons que les crieurs crient. La semaine prochaine, nous allons nous prononcer sur la question. Maintenant, la question sur les militants du parti qui devraient aller dans les médias, à chaque chose son temps. Le NMP se réserve le droit de donner de la visibilité à les jeunes cadres qu'il a formés en fonction de son agenda interne, en fonction de sa stratégie, en fonction de l'idée que le NMP se fait de la gestion de ses ressources humaines, parlons comme ça. Donc voilà ce que je peux dire, cette question-là. Nous n'avons pas la même approche stratégique, la même approche en termes de promotion des cadres au sein de notre parti que les autres partis. Nous n'avons pratiquement rien de commun avec ces partis-là. Il est donc normal que nous ne fassions pas comme eux. Voilà, donc le fait de former, nos jeunes cadres au sein du parti et pour l'instant de ne pas les envoyer dans les médias est un choix stratégique propre à NMP. Donc, le moment venu, ça se fera. Il poursuit donc en disant, selon vous, par quel moyen peut-on aller vers un apaisement de tension entre l'Algérie et le Mali par rapport à la question du terrorisme?
Ça ne dépend pas seulement des deux États. Il y a beaucoup d'acteurs géopolitiques et d'intérêts géopolitiques au niveau régional, au niveau international, qui ont intérêt à ce que le Mali et l'Algérie ne s'entendent pas. Il y en a énormément, la France, etc. ont intérêt. Deuxièmement, la manière dont l'Algérie envisage son rapport au Mali, certaines factions dans la galaxie politique et stratégique algérienne ont une approche de la question malienne qui, en mon humble avis, a été biaisée par la conception que l'Algérie avait de son rôle régional. Bon, il y a des évolutions maintenant. La question du Sahara, ça fait semblant de bouger. Peut-être ça amènera l'Algérie à revoir l'idée qu'elle se fait de son rôle sous-régional et deuxièmement de ses relations avec le Mali. C'est aussi valable aussi du côté malien. Le Mali a des défis urgents. Et cette urgence détermine la réaction des dirigeants maliens face à la façon dont Alger aborde la question du terrorisme. On voit ça. Donc, je pense que le temps faisant, le sens de la responsabilité des dirigeants des deux côtés aidant, les évolutions géopolitiques comme les évolutions sur la question du Sahara s'imposant aux uns et aux autres, nous pensons que le bon sens et la raison politique et géopolitique vont primer sur l'urgence, du moins sur les urgences, deuxièmement sur on dit ça, sur les intérêts des uns et des autres. Et tout ça créera plus tard les conditions pour qu'il y ait cet apaisement que nous appelons de tous nos vœux. Je pense que les deux pays gagneraient plus à s'entendre. Les deux pays gagneraient plus à s'entendre, à trouver un compromis rationnel, digne de ce que les deux pays représentent. Mais bon, en attendant, on vit ce qu'on vit. Ce qui est important pour l'instant, c'est que tout ça n'a pas encore dégénéré au point de pousser les deux pays à s'affronter. On est déjà très content qu'on ne soit pas arrivé là. Voilà. Mais nos positions sont connues. Hein. Nous ne sommes pas d'accord avec la diplomatie algérienne dans son rapport au Mali. Nous l'avons démontré, nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Ce que nous avons considéré comme une attitude paternaliste de la part des Algériens, une espèce d'arrogance de la part des Algériens. Pour ne pas dire plus que ça. Nous avons dénoncé ça en son temps. Nous pensons que l'Algérie a plus à faire en termes d'efforts sur cette question que le Mali. Pourquoi, président? Mais pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. D'abord, le terrorisme au Mali est entre autres l'une des conséquences de la guerre qu'il y a eu en Algérie. C'est ça. Donc, vous ne comprenez pas la question terroriste au Mali si vous oubliez la dimension algérienne de cette affaire, à savoir que le Mali a simplement servi à un moment donné de profondeur à l'Algérie pour plusieurs types de manœuvres, y compris le fait d'y décharger les terroristes dans le cadre de stratégies algériennes pour la paix, pour mettre fin à sa guerre civile. On sait très bien que des chefs terroristes sont hébergés en Algérie. Ils trouvent refuge en Algérie. Voilà. Et je dis bien, chef terroriste est reconnu comme étant des personnes qui organisent cette guerre terroriste sur le territoire malien, entre autres. Il y a plusieurs cas comme ça, des dirigeants religieux, politiquement engagés, comme les Mahmoud Djiko, on connaît, ont trouvé
en Algérie un accueil étatique de premier plan. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, le président Keboun. Donc, on voit très bien, on voit très bien que vraiment, il y a l'Algérie a des intérêts, a de gros intérêts, n'est-ce pas, dans sa frontière avec le Mali, qui, n'est-ce pas, l'amène à choisir telle option ou telle option. Mais pour l'instant, les options que l'Algérie a choisies, de mon point de vue, n'ont pas tenu compte, n'est-ce pas, des intérêts fondamentaux de l'État malien. Voilà. C'est ça qui explique le sort qui a été réservé aux accords d'Alger de 2015. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de notre pays frère, l'Algérie, hein, pour essayer de voir comment elle peut réconcilier, n'est-ce pas, ses intérêts sous-régionaux avec les intérêts de l'État malien. Mais à chaque fois que j'ai dit ça, j'ai toujours invité les Africains à faire attention avec l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est un pays important pour nous. Elle a une histoire qui est très importante pour nous. Et deuxièmement, le fait que l'Algérie soit la cible de l'État profond mondial devrait amener les Africains à gérer l'Algérie avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de tact. Parce que l'Algérie est quand même l'un des pays, qu'on dise, qui jusqu'à aujourd'hui, au nord de l'Afrique, n'est pas encore totalement tombé sous le contrôle, n'est-ce pas, parlons comme ça, ce que j'appelle l'État profond international. Oui. Il faut tenir compte de tout ça. L'État profond international. Oui, bien sûr. Il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on parle de la question Mali-Algérie. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure d'urgence du côté du Mali. Ouais. De quelle urgence vous parlez? Mais l'État malien revient de loin. L'État malien avait quasiment disparu. Les terroristes avaient occupé pratiquement près de 80% du territoire malien. Et tout ça, avec la présence des Nations Unies. Tout ça, avec sous le regard de la CEDEAO. Tout ça, sous le regard de l'Algérie. Voilà. Donc, l'urgence, c'est la reconquête de tout le territoire. Et il faut que l'État reprenne le contrôle de tout le territoire malien. Deuxièmement, qu'on en finisse avec les terroristes. Et quand on parle d'urgence, vous voyez la dernière séquence où les terroristes, le génie, a lancé la croisade économique contre l'État du Mali, avec tout ce qui s'est connu, en détruisant tous les circuits d'approvisionnement du Mali, en carburant. Vous ne parlez que de ça. Mais ça, c'est une déclaration de guerre la plus élevée qu'il soit. Le Mali a affronté ça dans l'urgence. C'est ce que j'appelle les urgences. L'État algérien n'a pas intérêt à voir l'État malien s'effondrer, sauf si elle a une conception de ses intérêts qui ont intégré la disparition du Mali comme État. L'État algérien n'a pas intérêt à voir le Mali s'effondrer. L'État algérien n'a pas intérêt à voir les terroristes proliférer au Mali. C'est ce qui a amené les uns et les autres à soupçonner qu'il y avait un deal secret entre la France et l'Algérie, s'agissant du Mali. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'un pays comme l'Algérie, qui a l'histoire que nous connaissons en matière de lutte, de guerre contre le terrorisme, ne comprenne pas que, à partir du moment où le Mali est attaqué par les terroristes, la priorité pour l'Algérie, c'est d'aller soutenir le Mali pour en finir avec le terrorisme avant d'envisager de mettre sur la table d'autres questions. Donc, la guerre contre le terrorisme doit faire consensus entre l'Algérie et le Mali. Une fois qu'il a fait consensus, une fois que la nécessité d'écraser les terroristes fait consensus, on se donne le moyen concret d'agir. Coopération militaire, etc. Mais c'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit jusqu'à présent. C'est là où il y a un problème. On espère qu'avec vos éclaircies, peut-être avec votre voix, ils prendront tout ce que vous avez dit en compte. Ce n'est pas la première fois que vous intervenez sur ces gros dossiers concernant le Mali et l'Algérie. Monsieur le Président, continuons donc avec cette autre préoccupation
de monsieur Djemeni Dietik. Question 3, ouais. Il dit quel est votre avis sur la gestion de la Tanzanie par la présidente actuelle récemment réélue? Par ailleurs, peut-on compter sur elle dans le combat panafricaniste? Oh, ben, c'est évident que je la soutiens. Puisqu'on sait très bien que ce sont les Occidentaux qui organisaient le désordre en Tanzanie, parce qu'elle est très avancée dans une coopération avec la Russie, elle est très, très avancée dans des relations avec la Russie, etc. Et voilà, les Occidentaux ne tolèrent pas ça. Et ils ont fait comme d'habitude, organiser une révolution de couleur pour amener le Tanzanie dans le giron de l'Occident. De ce point de vue, il n'y a pas de débat. Elle a tout mon soutien. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut compter sur elle dans le cadre du combat panafricaniste? On verra. On verra. Mais pour l'instant, en termes de défendre la souveraineté pure et simple de la Tanzanie, elle a notre soutien. Elle a votre soutien, c'est ce qu'on retient de cette occupation. Monsieur le Président, revenons donc sur l'autre question de Monsieur Karim Abdul depuis Marois. Il dit bonjour, Président Bandakani. Même si ma question peut sembler vicieuse, je voudrais vous rassurer qu'elle ne l'est pas. Elle est basée, et je voudrais insister là-dessus, sur les meilleures intentions du monde. On observe un peu partout en Afrique récemment des évolutions notables et appréciables sur le plan infrastructurel, notamment dans les pays dont la ligne politique est totalement soumise à l'Occident. À l'exemple du développement infrastructurel des villes comme Abidjan ou Cotonou. Et malgré mes cris sur la structuration quasi autodestructrice sur le long terme de leur modèle économique, en face, nous avons des pays comme le Cameroun, n'ayant pas cette même position à l'international et pour lequel nous devons avoir la lucidité et la sincérité de constater un délabrement infrastructurel déplorable. Ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il y a un péril réel du panafricanisme s'il continue à supporter un monsieur comme le président Paul Biya? Je le dis parce qu'avec le temps, il est de moins en moins évident de justifier les bienfaits de son action pour la population quand en face, le gap sur le plan économique se pose et s'élargit. Confère la comparaison des budgets des États camerounais 7 735,9 milliards en 2025 et ivoirien 15 339,2 milliards en 2025. Étant donné que la politique semble assez souvent suivre la loi du nombre et que ce nombre n'est pas toujours éduqué sur les questions économiques, n'avez-vous pas peur de la puissance, de la crédibilité du mouvement panafricaniste soit emporté par le déficit qui se crée entre le Cameroun dirigé par un patriarche supposément panafricaniste et les autres pays dirigés par des vassaux de l'Occident dans le temps? Bon, mon cher Abdul Karim, c'est ça? Si. Bon, vous dites que votre question n'est pas vicieuse. Je vous crois au mot. Je vous crois au mot. Parce qu'elle n'est pas nature vicieuse, votre question. Quand on vous écoute, le développement infrastructurel peut être assimilé au développement dans les pays africains, en particulier dans les contextes ivoiriens et camerounais. Bon, moi, allez en Côte d'Ivoire, hein. Allez dire ça aux Ivoiriens, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire le dit, si un pays se développe, lorsque, malgré les infrastructures que l'on fait semblant de construire tous les jours, le pays échappe totalement à ses populations. Le pays n'appartient pas à la population, le pays est mis en coupe réglée par les intérêts étrangers. Si vous appelez ça le développement, moi je vous encourage. J'admire votre courage. Donc, les infrastructures, certes, sont très importantes dans un pays pour d'abord les bonnes conditions de vie de la population et deuxièmement pour assurer les conditions du décollage économique. Mais ça n'a jamais développé un pays. Ça personne construit des infrastructures dans un pays que le pays l'a développé. La vraie question est de savoir qui les construit, au nom de quel projet on le construit, quelle est la structure même de ces
de développement des infrastructures dans un pays, etc. La vraie question, elle est là. Elle est là. Donc, si vous regardez tout ça, vous allez comprendre que ce n'est pas une affaire de venir dire que l'autre a un budget de 7 milliards, 735,9 milliards, et l'autre a 15 339,2 milliards en 2025. Ce n'est pas une affaire de volume du budget. Un pays n'est pas développé parce qu'il a un gros volume budgétaire. Une fois de plus, un budget, ce n'est qu'un budget, c'est un ensemble de prévisions en termes de recettes et de dépenses. Le problème, une fois de plus, c'est le véritable ratio, le ratio structurel qui est entre les recettes et les dépenses d'une part et les éléments constitutifs de ce budget, la structure de ce budget. Un budget néocolonial peut même s'élever à 100 000 milliards en termes de prévision. Mais le rôle de ce budget sera simplement de développer la néocolonisation au détriment des populations locales et elle va les laisser avec un fardeau ahurissant de dettes. C'est l'esclavage à vie. Il y a des gros budgets en termes de volume qui nourrissent le statut d'esclavage du pays concerné. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Maintenant, le Cameroun peut-être a un petit budget, mais le Cameroun n'a plus de maîtrise de son économie que la Côte d'Ivoire n'en a. Maintenant, même en termes de développement infrastructurel, tous les statistiques le démontrent. Hein. À l'état actuel, en termes d'infrastructure, le Cameroun n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire. Au contraire, en termes d'infrastructure, le Cameroun est mieux loti que la Côte d'Ivoire. Ça va surprendre certains, mais c'est un fait. Il est évident qu'au Cameroun, aujourd'hui, le niveau de dégradation d'infrastructures est très avancé. C'est un fait. C'est un fait. Mais je parle à quand vous prenez en matière de route, etc. Vous allez voir, allez vérifier. Allez vérifier. En termes de kilomètres de route, le Cameroun est devant la Côte d'Ivoire. Maintenant, toutes les études qui ont été faites par une institution comme la BAD, qui n'est pas commandée par le Cameroun, ont démontré que, à tout point de vue, le Cameroun était mieux solide, mieux structuré en matière économique que la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez, mon cher Karim. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous-même, allez vous-même vous renseigner sur, faites des recherches sur la Côte d'Ivoire et comparable au Cameroun. Vous revenez ici, on va continuer à échanger. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire est indiscutable. Donc, les faits sont là. Donc, le problème, de ce point de vue, des panafricanistes conséquents n'ont aucun problème par rapport à savoir si on va perdre la crédibilité parce qu'on soutient le partage phobie. On le soutient parce qu'il est panafricaniste, parce qu'il pose des actes panafricanistes. C'est un fait. On le soutient pour ça. Bon, si vous pensez que parce que M. Ouattara construit les ponts et les routes, même là où il n'y a pas d'eau, même là où il n'y a pas besoin, il voit, dès qu'il y a un marécage quelque part, il vient construire un pont. Si vous pensez qu'en faisant ça, on est panafricaniste, non, c'est pas ça le panafricanisme. Ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas une affaire de gros budget, de manière fondamentale. Ce n'est pas l'affaire de volume de milliards qui constitue un budget en termes de valeur monétaire. Non, c'est pas ça. C'est que, est-ce que ce pays-là a réellement la maîtrise de son économie? Est-ce que cette économie-là enrichit les populations du pays? Ou bien c'est l'économie de pillage? Est-ce que la construction infrastructurelle, est-ce que la dynamique d'équipement infrastructurel du pays est articulée avec une réelle volonté d'indépendance économique? Qui veut dire que les populations du pays sont les maîtresses de l'économie à tout point de vue. Ou bien, on équipe le pays sur le plan infrastructurel, alors que les populations n'ont aucune prise. On arrache leurs maisons, les terrains sont donnés à l'étranger, ils ne maîtrisent le commerce contrôlé par l'étranger. Ils sont massacrés lorsqu'ils revendiquent. Oui, je parle de ce plan économique. Le coût de la vie est extrêmement élevé. Rien n'appartient au pays. C'est ça que vous appelez développement. On n'est pas un. D'ailleurs, de ce point de vue, d'ailleurs, on peut remonter même plus loin en comparant l'économie de ces deux pays avec les anciens présidents. Sous Fred Boigny, le modèle ivoirien a été enseigné à l'école. C'est le miracle ivoirien. On parlait à l'époque du miracle ivoirien. Il dit que non, sous Fouet, la Côte d'Ivoire a fait un miracle économique. En fait, une néocolonie s'est développée,
comme étant un pays non normal. Mais il a fallu que les 30 glorieuses cessèrent pour qu'on constate qu'il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait aucun miracle. Ouais. Les patrons sont venus reprendre leurs choses. On avait en face de nous une bulle, une escroquerie visant à masquer le fait que Houphouët-Boigny travaillait et opérait pour le compte de la France-Afrique. Alors qu'au Cameroun, malgré tous les tares qu'on peut reprocher à l'économie camerounaise, il y en a vraiment, ce sont des tares propres à la néocolonie. On voit quand même qu'il y a une différence à ce niveau-là. Les Camerounais dans leur pays contrôlent l'essentiel, parlons comme ça. Bref, la dépendance à l'égard de l'étranger n'est pas au même niveau qu'avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des secteurs au Cameroun, on voit bien que les nationaux contrôlent, etc. Voilà. Alors, nous parlons à l'heure actuelle. Allez voir la part d'un pays comme la France dans l'économie ivoirienne et venez comparer la part de la France dans l'économie du Cameroun. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, cher ami. Il n'y a pas match. D'accord, président. Merci pour tous ces éclaircies. On espère que l'internaute a profité vraiment de tout ce que vous avez dit. Nous allons continuer avec toute autre question, qui est la question de M. Koumtchan, résident à Tchankre, au Cameroun. Très cher divin pédagogue, est-ce qu'on peut suspecter l'ouverture du dossier Bimbia par notre sœur africaine-américaine Lisa Aubry comme facteur majeur de déclenchement de la crise de Nozo, afin d'enterrer cette vigoureuse initiative visant à restaurer la mémoire historique sur un point majeur de la déportation de nos ancêtres? Merci à vous et à toute l'équipe NMP. Salut, mon cher Koumtchan, résident à Tchao, au Cameroun. Merci pour ta question divine. Je te remercie pour la divinité de ta question. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut suspecter l'ouverture du dossier Bimbia à notre sœur africaine-américaine Lisa Aubry comme un facteur majeur de déclenchement de la crise du Nozo, afin d'enterrer cette vigoureuse initiative visant à restaurer la mémoire historique sur un point majeur de la déportation de nos ancêtres? Bon, à ce que je sache, mon point de vue, l'une des raisons qui ont déclenché la crise dans le Nozo, c'est d'une part le caractère avancé des stratégies de prédation internationale, en particulier des réseaux occidentaux, américains, européens, qui avaient estimé que leur démarche était mûre, que ce soit dans le cadre de l'instrumentalisation ou bien de la maximisation des possibilités qu'offrait l'ONU et ses législations, les structures onusiennes. C'est qu'elles offraient comme possibilité de facilitation pour que la prédation internationale puisse démembrer les États à partir des régions riches. J'ai expliqué ça plusieurs fois, à savoir que l'ONU sur Kofi Annan a cité un pacte avec les multinationales, un pacte de prospérité. Ça fait rire tout ça. Hein, prospérité. Or, derrière, il y avait la stratégie des multinationales occidentales visant à recoloniser les pays africains et de conquérir de matières premières. C'était le plan. Alors, l'instrument juridique officiel, ça a été de retourner contre elle-même le dispositif onusien qui fait la promotion de l'autodétermination des peuples. Donc, ils ont joué là-dessus et ils ont créé une organisation qu'on appelle United Nations People Organization. Donc, en réalité, on dit qu'on fait la promotion de l'autodétermination des peuples, mais c'était la couverture pour encourager le détachement de régions riches de pays qui étaient visés par cette dynamique-là. Donc, c'est la prédation internationale qui va accélérer les événements dans le Nozo. Alors, j'ai à parler de cet américano-pakistanais qui s'exprimait sur Internet ouvertement en disant que ces régions leur appartiennent. Ils ont signé les accords avec les acteurs essentiels de
de la galaxie amazonienne, et que bon, ça leur revient de droit. On a vu ça. Il s'appelait Zulfikar Rachid. Hein, c'est le dossier Kilimanjaro sur lequel j'avais beaucoup insisté. Ça, c'est d'une part les manœuvres de la prédation internationale. D'autre part, les raisons internes, c'est les ambitions des élites endocoloniales locales, en particulier les élites de la région, de la région du Nozo, hein, qui, dans leur stratégie de conquête du pouvoir, dans leur lutte pour la succession du président Biya, ont joué sur cette donnée-là, qui est historique, avec les éléments géopolitiques qu'ils viennent de mettre sur la table. Elles ont parié dessus dans le cadre de leurs ambitions de prendre le pouvoir. Hein? C'est ça. Voilà les deux raisons qui, de mon point de vue, ont accéléré les événements dans le Nozo. Alors maintenant, est-ce que l'ouverture du dossier Mbimya par notre sœur auprès de l'UNESCO a joué un jeu? Il faut d'abord que ces élites-là comprennent les enjeux d'une telle démarche. C'est pas sûr, hein, mon frère, comme toi. C'est pas sûr que déjà les élites là comprennent les enjeux qui sont autour de cette démarche. Parce que ce que Mme Lisa Aubry a déclenché demande un certain niveau de compréhension des enjeux, un certain niveau d'information pour voir ce qui est en jeu quant à l'inscription du site Mbimya dans le patrimoine mondial, comme on le fait dans le cadre de l'UNESCO. Donc, il faut d'abord s'assurer que ces élites-là comprennent ce que ça veut dire, si ça les intéresse. Alors, à partir de ce moment-là, oui, ça pouvait consécuter leurs ambitions, c'est évident. Parce que si le site Mbimya passe, n'est-ce pas, allons comme ça, sur les critères qui permettent qui permettent au niveau de l'UNESCO d'avoir le statut tant convoité de patrimoine mondial. Bon, il est évident que ça peut compliquer les démarches des Amazoniens, mais même avec ça, ils peuvent toujours agir. C'est la question d'un site, là où les gens parlent d'indépendance d'une région. La question d'un site, la question du site peut être réglée dans le cas où, que ce soit dans le cas où la sécession aura abouti et qui est impossible, n'arrivera jamais, ça se règle. Comme ça peut toujours se régler au cas où, ça peut se faire alors que les gens sont continuent à revendiquer leur prétendue indépendance. Voilà. Donc moi je pense que ça soit le facteur majeur qui a déclenché la crise dans le Nozo. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, il faut très bien s'assurer que cette initiative vise vraiment à restaurer la mémoire historique. Hein. Attention, parce que moi, tout en observant cette dynamique qui est de plus en plus courante en Afrique, où nos patrimoines deviennent subitement des patrimoines mondiaux, dans le cadre des tests de l'UNESCO, moi, je m'interroge. Parce que ça cache quelque chose présent. C'est pas que ça cache quelque chose, c'est un fait. Ça veut dire quoi que, comment on procède pour que les sites propres à des pays, propres à des nations bien connues deviennent des sites mondiaux. Et à partir du moment où ça devient des sites mondiaux, de manière fondamentale, ça appartient à qui à la fin? On a vu ce débat avec la question de la forêt, je crois, amazonienne au Brésil. Où on a vu comment les gens ont commencé à dire non, désormais c'est un patrimoine mondial, etc. Le Brésil a rappelé fermement que non, vous mentez, la forêt amazonienne, c'est sur mon territoire. Donc, monsieur, ne vous amusez pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien. C'est quoi tout ce patrimoine mondial? Oui, tout ça. Bon, mais quand ça vient des personnes, parce que les créateurs de l'UNESCO, il ne faut pas l'oublier, l'UNESCO a été créé par qui? Par des mondialistes. Et leur projet, ce n'est pas l'amour de la culture, ce n'est pas l'amour de la mémoire historique que chaque peuple que chaque pays devrait avoir, n'est-ce pas, de son passé. Et de la manière dont cette société envisage de se projeter dans le futur. Donc, est-ce que vous êtes sûr que tout ce qu'on voit là avec l'UNESCO vise vraiment à restaurer la mémoire historique de ces questions-là? Parce qu'il n'y a pas seulement que
qu'on restaure la mémoire historique. Une fois que la mémoire historique est restaurée, il faut qu'on tire toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Donc, moi, donc voilà, on n'a pas besoin de transformer les lieux vivants en musées. Ce style des musées mondiaux. Voilà. Donc, donc, je me fie beaucoup de cette affaire de l'UNESCO. Je regarde ça vraiment avec une certaine distance parce que l'UNESCO est connu, on connaît qui sont derrière, etc. On voit tout ça, ce sont des institutions mondialistes. Et on connaît le projet mondialiste. Est-ce que le projet mondialiste est compatible avec la nécessité non seulement de restaurer la mémoire historique, mais aussi de tourner cette restauration dans le sens de la libération du continent. De ce point de vue, il n'y a pas de libération sans souveraineté culturelle, sans capacité d'initiative culturelle qui puisse réconcilier le passé avec le présent dans le but d'inventer un futur. Le futur qui est important. Le futur qui est important. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire à mon ami comme toi, en disant que bon, voilà ce que je peux te dire. Hein. Voilà, par rapport à ça, par rapport au lien qu'il y a entre le déclenchement de la crise du Nozo et l'ouverture du dossier Bimbia. D'accord, Président. Merci pour les éléments de réponse que vous avez apportés. Nous allons poursuivre avec la question de M. Noblesse Ngas, résident à Douala, au Cameroun. Il dit bonjour au président Banakani. Je suis au regret de rappeler que vous n'avez jamais répondu à mes questions. Toutefois, je voudrais ce jour reposer une autre question. Président Balankani, j'ai entendu ces derniers temps parler du projet de construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole du côté de Kribi, à l'initiative de la Société nationale d'hydrocarbures, SNH. Prière pour vous, prière si vous, autant pour moi, vous avez connaissance d'éclairer ma lanterne sur ce projet, notamment les partenaires impliqués. Merci d'avance. Bon, je voudrais saluer Noblesse Ngas. Il se plaint qu'on n'a jamais répondu à ces questions. Ça montre son attachement à nos plateformes. Je suis heureux qu'aujourd'hui, on réponde à une de ces questions. Et on va s'assurer que dans les jours qui viennent, qu'on réponde à ces questions. Voilà, donc je préfère prendre ça comme ça. Voilà. Bon, maintenant, pour la question de la nouvelle raffinerie. Bon, il y a tout un bruit, un grand bruit qui est fait à propos de cette initiative. Oui, le projet, il est là. Il est là, il est vraiment là. Bon, je crois qu'on a fait un lancement le 17 juillet 2025. On a fait un lancement là-bas. Bon, c'est un projet qui est mené par la SNH, avec des partenariats, dans le cadre de partenariats avec des entreprises nationales comme Tradex, mais aussi d'autres entreprises internationales. Ariana Energy, Consortium RSCG. C'est un complexe industriel qui est censé s'étendre sur 250 hectares, qui va comporter une raffinerie modulaire capable de dégager 30 000 litres de barils par jour en termes de production, mais qui va aussi comporter un grand dépôt de stockage dans le but d'essayer un peu de renforcer l'autonomie énergétique du pays. Donc, les buts sont clairs, les buts affichés sont clairs, réduire les importations de produits pétroliers dans le pays, sécuriser l'approvisionnement et stimuler l'économie du pays. Voilà, tout ça. Donc, nous regardons ça, dans ce projet-là. Sur le papier, c'est beau, c'est bien. Sur le papier, c'est bien. Mais est-ce que, en la matière, on a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec la Sonara? Est-ce qu'on a bien tiré les leçons?
est-ce qu'on a bien tiré les leçons? C'est un. Quand on tire les leçons, c'est comprendre comment on a une raffinerie qu'on nous a vendue, qui n'a jamais raffiné notre pétrole. Et lorsqu'on a vu qu'il y avait des stratégies pour essayer de nous donner les capacités de raffiner notre pétrole, qu'est-ce qu'on a fait? Le dirigeant a été saboté, il est en prison, à la fin, on a brûlé la Sonara. Ça veut dire qu'il y a des gros intérêts qui n'ont pas... Ils ne veulent pas voir le Cameroun avoir des raffineries qui correspondent à ses besoins et qui sont opérationnels dans le cas de la nécessité de maîtriser notre production en matière de pétrole et de raffiner nos produits pétroliers. Il y a ce fait-là. Alors, ces intérêts-là, est-ce que le projet de CRIB a anticipé sur tout ça? Parce que le plus important, ce n'est pas d'implanter une raffinerie dans un pays. C'est pas le plus important. L'important, c'est que le projet de raffinerie s'inscrit dans une politique pétrolière adaptée. Pour le cas d'espèce, est-ce que nous allons continuer à vendre notre pétrole comme on vend actuellement, même si on a une raffinerie qui désormais va raffiner ce pétrole-là? Oui, non. Est-ce que ça suffit pour aborder la question du secteur pétrolier dans notre pays? Donc, on est là sur une question qu'on ne peut pas régler seulement en faisant de grandes annonces sur des raffineries qu'on est en train de construire. Il faudra s'assurer que ces nouveaux objectifs qu'on voit là soient véritablement partagés par tous les acteurs qui se mettent en avant. Parce qu'on peut mettre en avant de tels objectifs, mais demain sur le terrain, ce n'est pas ce qui est fait. Je vous rappelle le projet Natigal. Voilà un exemple. C'est que on a vanté Natigal, il avait des objectifs de barrage sur papier qui étaient extrêmement nobles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé. Voilà, oui, ce qui s'est passé, c'est que Natigal nous vend, dit que maintenant, dit qu'on va payer 10 milliards au cas où, d'après elle, d'après ses patrons, si on n'arrive pas à consommer les capacités qu'ils mettent sur le marché, il faut qu'on paye 10 milliards. Obligé. Mais qu'est-ce qu'on a vu? La réaction de l'entreprise de la Sonatrel dit que, mais, vous mentez, vous ne produisez pas ce que vous dites là. Les mégawatts promis là, ce que vous dites là, vous ne produisez même pas ça. Et nous, on a les lignes, on peut transporter. On a les lignes, on peut transporter. Alors pourquoi cette clause-là? Pourquoi cette clause-là? Voilà le type d'intérêt, voilà le type de problème que nous disons. Pourquoi? Il ne faut pas seulement avoir, on veut raffiner, on va créer raffiner. C'est bien tout ça, mais on fait pour éviter de pareils pièges. Le barrage de Meking est en situation, il y a des problèmes. Des problèmes. Donc, on a dit on va faire un barrage de tel format, on fait pas ce barrage-là, et puis quand on le livre après, il ne fonctionne même pas, etc. Donc, c'est pas seulement dire qu'on a des grands projets en matière de raffinerie, il faut s'assurer que ça règle véritablement les problèmes locaux en matière d'approvisionnement, c'est tout, qu'on voit à l'horizon une démarche qui vise à faire baisser les prix. Baisser les prix. Baisser les prix. Voilà. Donc, on dit qu'on veut stimuler l'économie du pays. Ça veut dire que pour nous, on baisse les prix. Voilà, on baisse les prix en la matière, qu'on sorte un peu de cette inflation spéculative qui est au cœur du secteur. Les vrais débats sont là. Est-ce que après cette raffinerie ne sera pas happée dans la dynamique même des spéculateurs dans le secteur? Voilà. Donc, c'est bien de construire une nouvelle raffinerie, mais il faut s'assurer qu'il y ait une articulation entre cette raffinerie qu'on est en train de construire et tout le plan, le projet, tout le plan que l'État a dans le cadre de son plan général son plan stratégique énergétique en matière d'énergie. Il faut s'assurer qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on est en train de faire, une cohérence réelle et ce plan-là. Voilà. Mais bon, sinon, pourquoi pas? Il faut saluer l'initiative. D'accord. Saluons l'initiative. Nous saluons l'initiative du gouvernement. Président, nous allons prendre une autre question qui a fait beaucoup couler de salive.
C'est la question de M. Tiemeni Clément, depuis la ville de Douala. Il dit: bonjour, président Bandakani. Ma question est la suivante. Il semblerait que le nouveau découpage administratif en cours au Cameroun, si l'on se fie au message fax envoyé par le ministre de l'administration territoriale au gouverneur des régions, soit fait pour établir la conformité avec les réalités du terrain socio-démographiques qui ont fortement évolué comparativement au précédent découpage intervenu à la fin des années 2000, notamment le décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008. Toutefois, selon une certaine opinion dominante au sein de l'opposition politique au régime, il se pourrait bien que cette reconfiguration administrative se justifie par la volonté manœuvrière du régime de reprendre la main et le contrôle politique après la perte de vitesse et la défaite électorale du candidat du RDPC, M. Paul Biya, dans 4 régions: littoral, ouest, nord, Adamawa, lors de la récente élection présidentielle. Président Bandakani, j'aimerais avoir votre avis sincère sur l'opportunité et la pertinence de la reconfiguration administrative en gestation. D'abord, au stade d'information où on est, Oui. C'est encore l'administration qui sait ce qu'elle veut faire Oui. en l'état actuel de l'information. C'est le MINAT et la hiérarchie du MINAT qui savent ce qu'ils veulent faire au regard, je dis bien, du niveau d'information que nous avons sur la question. C'est clair. Alors, maintenant, à partir de là, si on se respecte, on ne va pas dire que, voilà, il y a une volonté manœuvrière du régime voulant reprendre la main et le contrôle politique après la perte de vitesse et la défaite électorale du candidat du RDPC dans 4 régions. Je crois que derrière, il y a les enjeux qui dépassent le cadre électoral. Dans la démarche de l'État, on voit bien clairement que faut bien voir le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le contexte est travaillé par les enjeux liés à la succession du président. Donc, de ce point de vue, il y a ça, il y a toutes les menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays aussi. Voilà, donc je crois qu'il y a ces enjeux-là qui, de mon point de vue, sont au-dessus des enjeux purement électoralistes. Il est évident que faut pas être naïf et exclure l'enjeu électoral. Mais du point de vue de l'initiateur de cette démarche, à savoir le chef de l'État, je suis plus très sûr que le président a des problèmes d'élection à l'heure actuelle. Il a été réélu. Voilà. Il est plutôt cette élection, on dit ça, dont le président, les moyens politiques de, comment on dit ça, de donner du sens à toute l'action qu'il a menée à la tête du pouvoir, dans le cadre de la lutte, la bagarre, la bagarre qui l'oppose à l'Ando Corona. Donc, de ce point de vue, donc, je pense que l'enjeu dépasse vraiment le cadre électoral. Il est question de prendre encore le fait que l'État, tel qu'il est configuré actuellement, c'est que sur le plan spatial et territorial, cette configuration-là n'est plus de nature à donner à l'État la plénitude de moyens en matière de configuration territoriale pour faire face aux menaces qui pèsent sur le pays. Ça, c'est d'abord même ça, c'est mon point de vue, la motivation stratégique, mon point de vue, la plus importante, la plus factuelle qu'on peut regarder. Donc, l'autre enjeu de mon point de vue, ce sont les enjeux d'intégration nationale, dans le sens de lutter contre le tribalisme qui bat son plein dans notre pays à l'heure actuelle. Il ne faut pas exclure ça aussi. Quand un État décide de reconfigurer la carte administrative du pays,
et territoriale du pays, il est évident que la volonté de contrôler politiquement le pays n'est jamais à l'écart d'une telle dynamique. Bon, il est évident que si on modifie les frontières des circonscriptions administratives, etc., c'est pas pour que le président perde le pouvoir, perde le pouvoir, non. Non. Il y a derrière le fait qu'il faut contrôler le pays. Il faut conjurer les menaces, qu'elles soient internes ou externes. Voilà. Donc je pense que on est plus dans une démarche stratégique visant à anticiper sur les menaces qui pèsent sur notre pays. Notre pays est beaucoup attaqué, que ce soit par Boko Haram, que ce soit par les ambazoniens, que ce soit par tout un ensemble de périls, hein, auxquels le pays doit faire face. Je pense que je ne peux pas dire mieux que ça au regard des informations que je dispose. Je vais continuer à faire des recherches sur la question, à m'informer, pour voir et voir dans quelle mesure, pourquoi pas, on pourrait nous-mêmes faire une émission là, sur ce sujet-là. En tout cas, pour me résumer, un État ne modifie pas sa structure territoriale en vain. L'État a des objectifs. Dans le cas d'espèce, on voit, comme je l'ai dit, un ensemble de menaces, la nécessité pour le président de maîtriser le sens qu'il veut donner en dernière essence à sa présidence depuis 42 ans à la tête du Cameroun, pour donner du sens. Il y a un ensemble d'orientations qu'on est en train de voir dans le pays. La sortie du franc CFA, par exemple, la diversification des partenariats, l'avènement des mondes multipolaires dans lequel le Cameroun entend jouer son rôle. Et rien que son rôle, la question est de savoir est-ce que la structure, l'organisation territoriale du pays est en conformité avec tout ça, est en phase avec cette dynamique-là. Je pense que c'est la volonté de mettre en phase cette nouvelle donne, n'est-ce pas, stratégique et géopolitique qui nécessite, de mon point de vue, une telle dynamique de configuration territoriale du pays. Vous avez souligné tout à l'heure qu'après cette élection présidentielle, on a vu un certain nombre de clivages entre les communautés. Est-ce que ce découpage ne peut pas aggraver alors sur la situation du tribalisme? Parce que on se souvient avec les récents événements qu'il y a eu du côté de d'Uncam, oui, avec ces communautés qu'on a divisées et aujourd'hui on a des problèmes fonciers. Est-ce que l'État a pris en compte ce côté culturel? Bon, on va voir, parce qu'on ne peut pas parler de ce qui n'existe pas encore. Voilà, on verra. On verra si à la faveur de la réalité de ce projet, on verra si ce que vous soulevez là a été pris en compte. Vous parlez des questions foncières. Voilà, des communautés et des questions foncières. Pourquoi pas? On verra. Je pense qu'on verra. Mais les populations ne demandent pas, pour préserver les patrimoines fonciers, c'est parce que les populations et les communautés demandent que justice soit faite, qu'il y ait de la justice. Qu'il y ait de la justice, c'est tout. Qu'il y ait de la justice, que les abus cessent. Et qu'on reconnaisse le droit des autochtones. C'est ça qui est demandé. Est-ce qu'on peut répondre à ça dans le cadre de la reconfiguration territoriale? Oui, c'est possible. Parce que reconfigurer administrativement et territorialement ne peut pas se faire sans une relecture des anciennes réalités territoriales. C'est inséparable d'une telle dynamique. Voilà. Donc moi je pense que on verra ce qui va se faire. Mais pour moi, ça montre que les choses sérieuses commencent. Parce que là, ces réformes sont des changements qui sont déterminants, qui vont impacter sérieusement notre avenir politique. La question de la reconfiguration territoriale.
Merci, Président, pour ces éclaircies. Nous rappelons que à nos abonnés et à nos internautes qui nous suivent que le standard est ouvert. Le standard est ouvert au numéro WhatsApp qui est affiché sur le flyers de l'émission. C'est le plus 237 6 78 90 78 52. Je rappelle le plus 237 au 6 78 90 78 52. Le standard est ouvert. Vous appelez, vous donnez votre contribution et le président va vous répondre au cours de l'émission. Président, nous allons continuer avec, pour sortir avec cette autre préoccupation. Monsieur. Merci, Monsieur le Président. En attendant la réaction de nos internautes, nous allons continuer avec la question de Monsieur Batumbu Roger, résident en Tui au Cameroun. Bonjour, Monsieur le Président Banankani. L'homme politique, Monsieur Anissa Ekane, est décédé le 1er décembre 2025. Que retenez-vous de l'homme politique avec qui vous avez été sur plusieurs fronts? On observe un clivage au sein de l'opinion quant aux circonstances de sa mort. Les uns disent qu'il a été tué, les autres qu'il est mort de maladie. Quelle est, selon vous, la lecture de la société et de la classe politique du Cameroun par rapport à cette situation qui est la mieux indiquée? Je renverrai M. Batumbu Roger dans l'émission que nous ferons mardi prochain sur la question. Voilà. D'accord, Monsieur le Président, nous avons eu certaines réactions vives de la part de certains internautes qui nous suivent à travers nos plateformes WhatsApp. C'est de Monsieur Towa Nunamo. Il dit bonsoir, Président, je suis Nunamo, président en Italie. Comment booster la lutte contre la corruption, surtout quand on sait qu'il y a des barons intouchables? Quel est le vrai plan de l'actuel gouvernement dans cette lutte? Non, la lutte contre la corruption, j'ai dit, lutter contre la corruption en soi est un problème déjà. La corruption, c'est une abstraction. C'est une abstraction. Quand on dit qu'on lutte contre la corruption, c'est quand on reconnaît la gravité. Et on te dit que bon, au lieu de commencer à lutter contre les corrompus, commençons par la corruption, parce que si on commence à attaquer directement les corrompus, là, le président avait dit qu'il faudra construire les prisons sur toute l'étendue du territoire. La gravité. Voilà, au-delà de la gravité du mal. Donc, il faut lutter contre les corrompus, contre la corruption et les corrompus. La corruption étant la manière par laquelle les corrupteurs, les acteurs de la corruption structurent leurs modalités de corruption dans les différents secteurs de la vie nationale. Et deuxièmement, à partir de là, identifier les corrompus, les corrupteurs, les identifier et frapper sévèrement. La Chine vient d'exécuter un ministre en Chine parce qu'il a détourné l'argent de l'État. Il est exécuté. La Chine vient de le faire. Voilà, le ministre de l'agriculture chinoise, il a été exécuté. Donc, vous voyez que là-bas, on ne joue pas. La lutte contre la corruption, ça veut dire lutter contre les corrompus. On t'attrape, il a été exécuté. Donc, il faut être extrêmement sévère. Je dis extrêmement sévère avec les acteurs de la corruption, avec les corrompus et les corruptés. Il faut être bien extrêmement sévère. Moi, je parle de guerre. Moi, je ne parle pas de lutte. Moi, je parle de guerre. Donc, il faut être convaincu que, à la matière, un certain type d'impunité n'est plus tolérable. C'est-à-dire que enfermer les gens ne suffit plus. C'est pas de guerre. Enfermer les gens ne suffit plus. Deuxièmement, il faut restaurer, je l'ai dit, il faut restaurer les barrières déontologiques qui permettent simplement de rappeler que la fonction publique n'est pas un endroit où on vient pour s'enrichir. J'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises, il faut rétablir ça. Donc, séparer très bien la fonction publique du commerce, des affaires. Séparer ça. Deuxièmement, valoriser
Tout ça, c'est la déontologie. Mais valoriser, j'appelle les fonctionnaires qui font honneur à la déontologie de la fonction publique, à ce métier, pour les valoriser. À travers tout un système de valorisation qui a défini, mais il faut le faire. Donc, voilà, mon point de vue, les axes qui peuvent amener à mettre fin à la corruption. Il faut en finir avec le fait que... Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allez-y, monsieur. Vous présentez, vous donnez votre préoccupation. Oui, monsieur, bonjour. Moi, c'est Ahmed depuis les États-Unis. D'accord. D'accord. Allez-y, monsieur Armel. Bonjour à vous, bonjour, président. Je suis un peu ému, c'est la première fois que j'appelle et je suis très content que vous me recevez à la maison. Soyez le bienvenu. Mes condoléances, président, pour le décès de votre camarade, ancien camarade de parti NFR en IBM. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, quand nous étions petits, nous avions l'habitude de chanter la chanson pour réclamer à son excellence, Monsieur Paul Biya, l'argent que le feu président Aïdjo lui avait donné. Et sans, avec vos explications et concernant le retrait du Cameroun de son nord des États-Unis. J'aimerais savoir comment est-ce que se passe, comment est-ce que cela, le Cameroun a donné son nom aux États-Unis de les garder. Et sur l'article que j'ai lu sur Regard d'Afrique, j'ai aussi vu que les pays tels que le Ghana, l'Afrique du Sud, l'Algérie et autres ont procédé aussi au retrait de leurs réserves d'or des États-Unis. Ce qui me surprend, connaissant l'idéologie de ces pays-là, je suis confus de savoir que eux aussi, ils ont donné, confié leurs réserves d'or aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que une fois que ces gens-là, ces impérialistes-là ont installé leur panthéon démocrate à leur pouvoir, alors ces panthéons-là donnent leurs réserves d'or aux impérialistes. Est-ce que c'était le cas pour le président Paul Biya, sachant qu'il a subi en 84 un coup d'État, et puis en 90, il y a eu l'avènement de la démocratie qui a été imposée par ces occidentaux. Là sont mes questions, Monsieur le Président. Merci beaucoup de vous recevoir. Merci aussi à vous, monsieur. Bon, Président, nous allons donc continuer avec cette préoccupation. Je crois qu'il est parti. Bon, je finis avec Batumbouk. Non, celui qui a demandé, celui à qui j'étais en train de répondre là. Il disait encore. Mano. Il parlait. Oui. Oui, il disait, président, voilà, comment booster la lutte contre. Voilà, on parlait de la corruption. J'ai évoqué le rétablissement de la rigueur déontologique dans la fonction publique. J'ai évoqué ça. La séparation des tâches administratives de la fonction publique avec le commerce, les activités, l'affairisme, etc. Un fonctionnaire doit faire des affaires. Il faut arrêter ça. On ne sont pas des affairistes. On voit dans quelle dérive ça nous conduit. Deuxièmement, il faut restaurer le mérite au cœur de la fonction publique et que les gens soient promus en fonction du mérite. J'ai aussi parlé de la nécessité de faire la promotion de fonctionnaires honnêtes qui font bien leur travail. Voilà. Donc voilà, il faut rétablir aussi ce qu'on appelle un niveau de responsabilité individuelle.
de la part des fonctionnaires par rapport aux actes qu'ils posent. Je prends par exemple le fait que l'État, par exemple, est obligé de subir, de payer pour les erreurs, de régler les préjudices qui sont causés par les fonctionnaires. L'État prend ça dans son ensemble. Ça fait que il y a une espèce d'irresponsabilité structurelle qui est inhérente au statut du fonctionnaire. Parlons comme ça. Responsabilité fait que bon, il peut faire ce qu'il veut, c'est l'État, il cause un préjudice, c'est l'État qui paye, etc. Il faut essayer de trouver un accès d'équilibre pour que les gens se sentent responsables des actes qui sont posés. Donc ça peut amener, ça peut aider à assainir, n'est-ce pas, la fonction publique. Il y a au niveau de la relation fonctionnaire-usager, le rapport est très déséquilibré. Le fonctionnaire, c'est un petit roi, c'est un petit dieu face à l'usager, qui est complètement désarmé face au fonctionnaire quand tu es dans un service public. Pour voir dans quelle mesure on va équilibrer ces relations. Il faut l'équilibrer de manière à ce que le citoyen a les moyens. On donne le moyen au citoyen d'amener le fonctionnaire à répondre de ses actes. Il faut donner les moyens. Les mécanismes existent pour faire ça. Voilà, il y a tout ça. Voilà, c'est ce que, voilà, je pense que c'est à ce niveau-là. Si on fait ça, sur le plan de l'administration en tant que telle et de la fonction publique en tant que telle, je pense que ça va aider à tordre le cou à la corruption. Mais la vraie manière de guérir un peu de la corruption, c'est l'environnement général du pays qu'il faut changer. Voilà, parce que c'est ça. Depuis la tête de l'État jusqu'au dernier citoyen. C'est l'environnement du pays qu'il faut changer. Il est évident que dans une néocolonie, la néocolonie étant la corruption même par essence, il est évident que dans une néocolonie, que la corruption se développe. Parce que la néocolonie, c'est la corruption. Donc, elle produit une métastase de la corruption dans le pays. Parce que la néocolonie, c'est la corruption. Donc, quand on sort de la néocolonie, le mouvement d'ensemble de la société, en ce moment-là, vise à s'éloigner, à couper la racine de la corruption. Vous voyez très bien. Donc, il est plus facile donc de généraliser dans une société décolonisée totalement, de généraliser les valeurs éthiques, les grandes valeurs éthiques et déontologiques qui peuvent permettre d'éradiquer la corruption dans la fonction publique. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Est-ce que je suis en direct? On vous suit très bien, monsieur. Allez-y. Vous présentez. Je souhaitais d'abord dire bonsoir au président. Je vous écoute très bien. C'est un honneur de l'avoir au téléphone et je veux le soumettre une préoccupation. Allez-y. C'est monsieur? Monsieur Nguidjol, depuis Paris. D'accord. Allez-y, monsieur Guy. Voilà, nous sommes dans une situation par rapport au mouvement panafricaniste. La semaine prochaine, il y a une délégation de panafricanistes qui se rend au Togo. Et nous savons tous que le Togo est dirigé par un sous-fifre de la France-Afrique. Voilà, j'aimerais savoir quelle est la position de notre président par rapport à cette manifestation-là. S'il vous plaît, vous parlez de quelle délégation de panafricanistes? Soyez un peu plus précis, s'il vous plaît. Il y a Franklin Nyamskou, Nathalie Young et leurs acolytes qui vont se rendre dans une dictature pour légitimer la posture panafricaniste d'un incompétent comme Foyas. Qu'est-ce que notre président il en pense? Est-ce qu'il sera de la partie? D'accord. S'il vous plaît. Allô? Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner réellement le nom de cette manifestation?
Je crois que c'est une conférence panafricaine qui va être au niveau de 8 au Togo. D'accord, conférence. D'accord, merci bien, Monsieur Guidiol. Merci Merci. aussi pour l'appel. Merci. D'accord. Merci. Allô, bonsoir. Internaute en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est votre, très bien, c'est votre fidèle serviteur et compagnon de lutte, Jules Quai. Bonsoir, Monsieur Oui. Juquet. Bonsoir, toutes mes salutations les plus respectueuses au général en chef du nouveau mouvement populaire. D'accord. Alors, premièrement, je tiens à toujours encourager notre très cher président Banakani, le fortifier et prier le grand Dieu pour lui. Et ensuite, j'ai remarqué quelque chose ces derniers moments sur les réseaux sociaux, c'est que nos ennemis sont en train de manipuler sur ce qu'est le vrai panafricanisme, parce qu'ils ont réussi à créer de faux panafricanistes, ce qui fait qu'en fait le discours du vrai panafricanisme est infiltré par ces faux panafricanistes. Donc en face, c'est des vrais qui se font passer pour des vrais panafricanistes, mais en réalité maintenant, ils créent de trolls. Et ces trolls maintenant utilisent en africain des termes assez insultants et dégradants pour le panafricanisme. Et moi, ma question, elle est la suivante. Comment est-ce que nous devons réussir maintenant à pouvoir combattre ces fake panafricanistes? Est-ce qu'il faudrait qu'on crée aussi, nous aussi, des multiples comptes sur les réseaux sociaux pour vulgariser le vrai panafricanisme ou plutôt travailler, continuer la lutte comme on le fait là? Donc, voilà ma question. D'accord, merci, Monsieur Julquet. Merci aussi pour votre intervention. Merci à vous. D'accord. Merci. Bonne soirée. D'accord, le président vous répondra au courant de l'émission. D'accord. D'accord, président. Je crois que une première vague d'appels vient d'être achevée et nous allons poursuivre avec votre lancée où vous êtes en train de parler de la corruption. J'ai fini avec ça. D'accord. Donc, nous avons maintenant, nous avons eu 3 appels. Monsieur Hamel, nous avons eu Monsieur Guidiol, Monsieur Julquet. Donc, vous avez toute la largesse d'apporter des éclaircies à leur présentation. Bon, Amel que je salue, il a posé la question sur la réserve d'or. La réserve d'or, les pays africains qui ont retiré leur réserve d'or aux États-Unis. Bon, c'est très simple. Hein. D'abord, le fait de réserver l'or aux États-Unis rentre simplement dans la politique de crédibilisation financière et économique des États dans le cadre des transactions internationales, dans un contexte où le dollar est et demeure encore la monnaie de référence. Où il y avait la puissance absolue du dollar. Il faut bien comprendre ça, c'est tout. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réserves d'or, ça vaut crédit. Parce que l'or, en fait, la vraie devise, c'est l'or. Hein. La vraie devise, c'est l'or. Donc, quand vous avez l'or, vous êtes crédible. Quand on dit, vous êtes crédible sur le marché financier, parce qu'on sait que non. Votre monnaie est garantie par suffisamment de réserves d'or. Vos transactions sont, d'une certaine manière, sécurisées. C'est pour ça que les pays placent leurs réserves d'or aux États-Unis. Voilà. Alors maintenant, ça c'était lorsque l'Amérique le dollar était tout puissant. Mais depuis quelques années, il y a une dynamique de dédollarisation dans le monde qui a été aggravée par la manière dont les Occidentaux se sont comportés dans le conflit ukrainien. Ils se sont permis de voler les réserves de pays comme la Russie, etc. C'est l'impérialisme financier. Donc, dans le cas de la dédollarisation, il y a de puissants mouvements financiers, de renouveau financier qui sont en gestation dans le monde. Que ce soit au niveau de la monnaie
Monnaie numérique. Le blockchain, etc., la monnaie numérique, oui, ça. Voilà. Il y a même le fait qu'aujourd'hui, le système SWIFT, qui faisait la pluie et le beau temps dans le monde financier aujourd'hui, est totalement, sérieusement concurrencié par le système chinois. Je crois que c'est vérifiez un peu, le système chinois. Ils ont présenté une alternative là, qui est aujourd'hui signée et qui est aujourd'hui embrassée par plus de 54 pays africains. Voilà, l'alternative au SWIFT, ce n'est plus un discours, c'est un fait. Donc, il y a ces mouvements-là qui... Alors, tout ça crée les conditions aujourd'hui qui font que la suprématie du dollar et la terreur qu'il générait de par sa situation monopoliste au niveau du système, au niveau du marché financier mondial, aujourd'hui, ça donne de la marge aux pays africains, ça donne de la marge aux dirigeants africains. Donc, il y a les dirigeants africains qui ont estimé que l'heure est venue de rapatrier leurs réserves d'or dans le cadre de nouvelles stratégies monétaires qu'ils veulent adopter. C'est tout. Le Cameroun est dans cette... voilà, c'est le système chinois, c'est le système CIPS. Voilà. CIPS, c'est le système que les Chinois proposent, qui est une alternative au système SWIFT. D'accord. Voilà, qui a longtemps régné. Donc, les pays africains, dont le Cameroun, ont plus de marge de manœuvre. Et contrairement à ce que les gens imaginent, mon cher Amel, le Cameroun s'est préparé. Le Cameroun s'est préparé. J'avais fait une émission où j'avais expliqué comment le Cameroun a réussi à créer les conditions d'une autonomie par rapport à la zone franc. Autonomie, pas sortie. Autonomie. Mais l'autonomie était une étape capitale pour envisager la sortie avec de la sérénité. Le Cameroun a réglé ça. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Le Cameroun a créé un ensemble de conditions internes et stratégiques qui a permis au pays d'avoir une certaine autonomisation par rapport au franc CFA. Aujourd'hui, le pays prépare la sortie. Aujourd'hui, cap sur la sortie parce que on a préparé cette dynamique. Ce terrain a été longtemps a été préparé. Dans le cadre d'une autre mission, je reviendrai, je donnerai les éléments concrets, point par point, comment le Cameroun a commencé à travailler son autonomisation par rapport à la zone franc. Ça s'est traduit pendant les années par le fait que, par exemple, le Cameroun ne versait plus sa contrepartie dans le compte d'opération. Beaucoup de gens ne le savent pas. Allez consulter les archives de la BEAC. Les gens vont comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, depuis les années 2015, 2014 en montant, aux années 2017, 2018, etc. C'est ça qui va amener le FMI à convoquer des sommets extraordinaires, extraordinaires avec la CEMAC. Donc, ce sont des réalités. Donc, aujourd'hui, ces pays ont de la marge. Ils peuvent donc décider que, bon, j'ai intérêt, moi, à rapatrier mes réserves d'or par rapport à mes nouveaux plans financiers, à mes nouveaux plans monétaires que je suis en train de préparer. Dans ce cadre-là qu'il faut inscrire le rapatriement des réserves d'or du Cameroun pour les autres pays. Il faut consulter leur politique interne en matière pour voir ce que les a motivés. Mais voilà ce qu'on peut dire par rapport au cas du Cameroun. D'accord. Guidiol de Paris. Bon, je ne m'occupe pas des initiatives des uns et des autres. Bon, je ne m'occupe pas de ça. J'ai décidé, à titre personnel, de ne pas entrer dans cette querelle. Je n'y entre pas. Même si je sais que, évidemment, la France a créé beaucoup de faux panafricanistes. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé, c'est depuis longtemps qu'elle fait ça. Qu'elle a créé le faux panafricanisme et que son intérêt, c'est de diviser le mouvement panafricaniste. On le sait. Mais, le président Bakali, je n'entre pas dans cette querelle parce que notre travail, c'est de créer les conditions de la clarification. C'est ce qu'on a fait. Ce n'est pas de nous chamailler. Ce n'est pas de dire que tel est pourri, l'autre est bon. Non. C'est dans ça qu'on veut nous entraîner. Je n'entrerai jamais dans ça. Mais c'est de travailler, de créer les conditions de la qualification. Comment on crée les conditions de la qualification? En élucidant chaque situation avec ses réalités, en faisant ressortir les réalités de chaque situation. Ça fait que les choses se clarifient au fur et à mesure, à travers les actes que les uns et les autres posent. Ça veut dire quoi? Pour le cas du Togo, d'abord, monsieur, je vous rassure, mon cher Guidiol, je n'ai jamais mis pied au Togo, ça ne me concerne pas.
J'ai été approché par les autorités du Togo. Je le dis, enfin, j'ai été approché par les autorités du Togo et elles savent pourquoi j'ai décliné les offres qui m'ont été faites. Monsieur le Président, une question indiscrète. Pour faire quoi? Justement, entrer dans ces logiques, dans les logiques, nouvelles logiques panafricanistes du président Faure Gnassingbé. Quand j'étais au Mali, ça a été clair. J'ai décliné ça. J'ai décliné. Donc j'ai dit que ça m'intéresse pas parce que moi-même, je vois pas, je veux voir clair dans la nouvelle trajectoire que le Togo est en train de prendre. Alors, je sais que le Togo a signé des accords avec la Russie. Ça, c'est un fait nouveau. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Le Togo a signé des accords militaires avec la Russie et ce qu'elle propose à la Russie en termes d'installation au Togo, ce n'est pas, c'est costaud, hein. Faut reconnaître ça. C'est un fait. Il y a des mal à faire. Maintenant, est-ce que le fait de signer d'accord avec la Russie fait de vous fondamentalement un panafricaniste? C'est là où il y a débat aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, c'est que il ne suffit pas de dire que je suis allié avec la Russie pour être un vrai panafricaniste, dans le sens de, de booster réellement la dynamique panafricaniste, la renforcer, la rendre plus forte. Parce que le but, c'est ça. Si on a de plus en plus de dirigeants qui deviennent panafricanistes, ça devrait se traduire par le renforcement de la puissance du mouvement panafricaniste, en qualité et en quantité. Il faut faire attention. Qu'est-ce que le Togo fait? Le Togo dit, mon économie reste occidentale, mais ma sécurité, je confie ça à la Russie. On est là simplement dans une nouvelle division de travail. On est dans une diversification de partenariats. Et encore. Donc, il faudra observer, est-ce que le fait de donner mon économie, de maintenir mon économie en Occident, mais de dire que ma sécurité est assurée par la Russie, est-ce que ça, c'est une politique panafricaniste? Non. Le panafricanisme, c'est que c'est la décolonisation totale. L'économie, la culture, tout ça. C'est tout ça qu'on désoccidentalise. Sans verser, évidemment, dans un racisme anti-occidental primaire. Non. Mais on désoccidentalise. Donc, c'est ça, la vraie question. Donc, le débat, il est là. Le débat, il est là. On voit une palette dynamique au Niger, où le président du Niger, non seulement il s'est d'accord militaire, mais il a engagé, c'est-à-dire sur le plan économique, il est en train de désoccidentaliser dans le sens d'en finir avec l'impérialisme français au plan économique. Ça se voit à travers les nouveaux accords. La question de l'uranium, il allait loin, il a porté plainte à Orano. Oui, c'est-à-dire, les dynamiques sont claires. On voit cette tentative au Mali aussi. Au Mali, on voit au Burkina. Le démarche est là. Maintenant, est-ce que le fait simplement de dire, moi désormais, je donne mon économie, je maintiens ma relation économique avec l'Occident, la Russie, tu viens seulement là pour me sécuriser de manière à faire peur aux Occidentaux. Mais on établit un niveau d'équilibre. Ça peut être dangereux. Ça peut déboucher sur un basculement total du Togo. Mais ça peut aussi ouvrir la porte à une nouvelle escroquerie. Mais on entre dans un équilibre de force où en réalité, on ne bouscule pas l'impérialisme dehors. C'est qu'on le neutralise simplement par la présence militaire russe et on reste dans un équilibre. Il y a une forme de statu quo. Et qu'à la fin, ne sort pas le pays réellement comment dire ça, de la domination impérialiste, mais qui va simplement diversifier les équilibres dans le pays. Le risque, c'est quoi? C'est que la France se cache derrière ça pour d'abord conserver des positions en Afrique, mais conserver les positions et à faire le dos rond, attendre le bon moment et rebondir. Et rebondir. Le président Poutine n'est pas éternel. Personne ne connaît les évolutions de l'avenir en la matière. Parce que demain vous avez un nouveau président russe qui voit les choses autrement. À ce moment-là, on fera quoi? La France a dit, je reviens dans 50 ans. Je reviens, ce dont je me prépare. Et dans le document stratégique, la France dit clairement comment elle se prépare. Diviser les panafricanistes, en créer de faux, donner de la visibilité aux panafricanistes qui font leur jeu, etc. Se rendre invisible, l'intimité, l'invisibilité, se rendre invisible. Il y a ça,
donc se rendre invisible, c'était là pour revenir dans 50 ans. Une façon de se rendre invisible, c'est aussi faire le dos rond. Si M. Faure Yadema, lui, réussit à neutraliser la France par le gros bâton de la présence militaire russe, et que je conserve mon économie reste dans le giron occidental, il y a un problème. On n'est pas là dans une dynamique réellement panafricaniste. On est dans une stratégie de conservation du pouvoir de la part de cette dynastie et toute sa clientèle, mais sans une véritable démarche panafricaniste. Donc c'est ça dans le fond. Mais je dis, moi j'ai pris acte du fait que M. Faure Yadema, Faure Gnassingbé, a signé les accords avec la Russie. Il a signé les accords et avec des possibilités d'installation militaire stratégique russe qui vont donner à la Russie des marges extraordinaires dans le cadre de stratégie de sécurité de l'AES. Ça, faut pas nier ça. Faut pas nier ça. C'est un fait, désormais. Hier, il n'y avait pas ça. Moi, je ne suis pas dogmatique. Ça veut dire quoi? Je ne personnalise pas les contradictions politiques. Pas ça. C'est-à-dire que nous avons des désaccords historiques sérieux avec la famille Yadema, pour des raisons qui sont connues. Mais c'est pas... Quand des actes sont posés, Balakani, je considère ça, je dis, il y a ça. Donc, il n'y a pas... Il ne faut pas dire qu'a priori, rien de Faure Gnassingbé, a priori, les maudits, tout ce qui fait est mauvais. Non. Non. On ne fonctionne pas comme ça. Les panafricanistes ne sont pas dogmatiques. Il faut être lucide, il faut être rationnel et considérer comment la situation évolue au jour le jour. Donc, nous avons pris acte du fait que M. Faure Gnassingbé a ouvert son pays à la Russie. Alors que hier, quand j'ai fréquenté, quand j'avais au Mali, même avant, quand je faisais les recherches sur les dirigeants togolais, il y avait une russophobie primaire. Je dis primaire. Quand tu parlais de la Russie, c'est comme si tu parlais je ne sais pas, des Martiens qui vont venir manger les dirigeants togolais. Mais là, il y a une évolution. Ils sont obligés de constater. Non, mais c'est clair. C'est une évolution. Alors, voilà ce que je dis. Pour le reste, moi, les gens qui disent qu'ils sont pas africains, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne m'occupe pas des choses comme ça. Deuxièmement, moi, je ne parle pas de dictature dans les néocolonies, mes chers amis. Ne me prêtez pas le langage qui n'est pas le mien, mon cher Guidiot. Depuis que j'ai commencé de combattre, moi, je ne parle jamais de dictature. Ce sont les concepts qui engagent ceux qui sont panafricanistes, mais qui considèrent que le problème de base dans les néocolonies, c'est la dictature. C'est leur problème. Ils gèrent leurs contradictions. Moi, je ne parle pas, il n'y a pas de dictateur dans les néocolonies. Peu importe leur leader, peu importe qu'il soit effrayant, il n'y a pas de dictateur dans les néocolonies. Parce que dans une néocolonie, celui qui a le pouvoir, c'est le néocolon. C'est le néocolonial qui a le pouvoir en néocolonie. Il n'y a pas un dictateur en néocolonie qui a l'essentiel de pouvoir dans les mains et qui peut imposer à leur puissance coloniale. Il y a tout le conglomérat néocolonial qui contrôle l'économie du pays, qui contrôle la géopolitique et la puissance diplomatique. Non, il n'y a pas ça. Donc, moi, il me demande que des mots. Il y a des mots que moi, je n'utilise pas. Je n'avais jamais entendu utiliser le mot dictateur. Je ne parle pas les choses comme ça. Il y en a qui sont panafricanistes qui utilisent le mot là. Ça leur regarde. C'est leur contradiction. Ce sont leurs contradictions. Voilà. Donc, de ce point de vue, je ne suis pas... J'ai toujours combattu, j'ai toujours dénoncé M. Faure Gnassingbé, j'ai toujours dénoncé le rôle historique de son papa, Yadema. Bon, jamais que par principe, on n'a pas condamné le fils pour les erreurs du père, sauf s'il continue les erreurs du père, en principe. Mais pour moi, c'est pas un dictateur. Voilà, il était l'héritier du système néocolonial, le pouvoir néocolonial de son père. Il n'y a pas, moi, il n'y a pas de dictateur. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de dictateur en Afrique. Pas d'histoire. Ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Donc, les choses sont claires. Fort et Adema, je fais ça exprès parce que c'est une question délicate. Je fais exprès, fort de me répéter, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Faure Gnassingbé a signé les accords militaires avec la Russie. Ces accords militaires ouvrent des perspectives d'installation militaire russe au Togo qui sont, moi, qui m'ont surpris. Ça m'a surpris. Je n'ai pas encore pris le temps de bien lire cet accord, mais le peu que j'ai glané, vraiment, c'est sérieux. Il a fait. Alors que hier, ils étaient dans ce que j'appelle la russophobie primaire. Ils l'ont fait. Deuxièmement,
il ne suffit pas de signer l'accord avec les Russes pour dire qu'on est panafricaniste. Non, je ne sais pas. Parce que j'ai expliqué qu'on peut signer les accords avec la Russie, mais pour le cas de la famille Ford, c'est que les Russes protègent nous militairement, mais nous, on continue à commercialiser, à faire l'économie avec les Occidentaux. Bon, c'est une tendance. Les Indiens font ça, l'Inde fait ça, les gens font ça, mais l'Inde n'est pas l'Afrique. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il y a cette démarche-là. Donc, je dis que autant ça peut déboucher sur une dynamique forte de libération du pays, autant ça peut maintenir un statu quo et faire même revenir la France en force. Parce que là, il est plutôt question de protéger un dirigeant et une famille au lieu de s'inscrire dans une véritable stratégie militaire de libération. Et de ce point de vue, une stratégie militaire de libération considère que les accords militaires avec la Russie ne rêvent de la stratégie et de la tactique. Mais la finalité, c'est que nous-mêmes, on soit autonomes militairement parlant. Pour être clair, prenez le cas de M. Bachar. Qu'est-ce que Bachar et Bachar? Bachar a eu le même problème. C'est qu'à un moment donné, il n'a pas su capitaliser sur les accords qu'il avait avec la Russie. Or, il y a eu un chamboulement géopolitique qui n'est pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Son régime est tombé. Tout ce que Poutine a pu faire pour lui, c'est de le protéger. Mais le régime est tombé. Il faut tirer des leçons. Aucun pays ne peut croire qu'il sera protégé par le parapluie d'un autre pays. Ça te paye très cher. Voilà, tout à fait. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Juncker, oui, mon cher Juncker, tu as raison. Créer les comptes pour vulgariser le vrai panafricanisme, oui, c'est une solution. Avec tant d'autres. Donc, direct, il faut le faire. Il faut le faire. Si on peut le faire, il faut le faire, encourager les gens à le faire. C'est la guerre numérique. Voilà, parce que Macron a dit que le front numérique est le front avec lequel il va casser les panafricanistes. Et il a mis beaucoup de moyens dans ça. Ce sont les armées numériques de Macron qui passent le temps à faire la guerre aux vrais panafricanistes et à promouvoir le faux panafricanisme. D'accord. Merci, Monsieur le Président, pour avoir épuisé nos différentes préoccupations qui vous ont été soumises. En passant, nous allons donc essayer de clôturer à... Merci, Monsieur le Président. Un mot de fin puisque nous sommes arrivés au thème de cette émission. Mais le panafricanisme est debout, rien ne va l'arrêter. Bien sûr. Rien ne va l'arrêter. La France et les impérialistes occidentaux dans le monde, d'où qu'ils viennent, ne sont pas en mesure d'arrêter le train panafricaniste. Les petites maladies infantiles constituées par les divisions héritées de l'histoire du panafricanisme ou entretenues, suscitées par la France et ses complices dans le monde entier, vont plutôt doper, vont plutôt galvaniser, vont plutôt rendre le panafricanisme plus fort. Plus fort. Donc, je suis très serein. Moi, je suis très serein. Je voudrais saluer tous les internautes, les encourager pour dire, ne soyez pas inquiets, formez-vous, lisez, cultivez-vous, c'est tout. D'accord, merci voilà. Monsieur le Président pour ces mots de fin. Nous allons mettre dans le terme à cette émission et nous rappelons à nos internautes que nous avons pris leurs préoccupations en compte. Le Président a essayé d'apporter le plus que possible des éclaircies et des approfondissements et vous donne une fois de plus l'ouverture de créer des comptes pour pouvoir lutter et mettre fin à la guerre numérique qui est engagée sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, Monsieur le Président, c'est un réel plaisir de vous avoir encore dans le cadre de cette émission ce jeudi. Merci, Président, pour votre présence. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Je voudrais vous encourager, vous particulièrement, bien particulier, Madame Padere. C'est aussi un espace de formation, ne l'oubliez pas. Donc, ça fait déjà 2 passages. On voit qu'elle fait des grands pas. Je voudrais l'encourager. Merci. Oui. Donc, nous sommes, c'est aussi, on l'a pas dit au départ, hein, c'est un espace de formation. Donc, voilà, c'est normal que les internautes l'ont compris. De temps en temps, on forme des panafricanistes, n'est-ce pas? Et demain, on va les lancer dans l'arène du combat. D'accord. Merci à nos internautes qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Un merci particulier à M. Jules qui nous suit en profondeur et Mme Yedidia qui n'a pas appelé. Forcément, elle a eu un petit souci. Merci encore à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique. Merci à Mme Panieré. C'est votre 3e édition, une fois de plus.
prenez la tendance. Merci à tous et rendez-vous à la prochaine édition. À jeudi prochain. D'accord.